Voici le F-150 Lightning. Ben non, c'est pas un Lightning. Le Lightning, c'est terminé. Ford a mis ça aux poubelles. Il n'y a plus de F-150 100% électrique. Donc, ce qui reste de camionnettes électrifiées chez Ford, c'est le F-150 Power Boost qui est avec nous depuis quelques années déjà. Donc, on vous dit ce qui reste des camionnettes électrifiées chez Ford aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, Ford a mis fin à la production du F-150 Lightning dans les derniers mois. Donc, c'était leur camionnette 100% électrifiée, nouvelle plateforme électrique, bien sûr, mais avec la cabine et la recette standard du F-150, ce qui est différent de ce que GM fait avec ses camionnettes électrifiées qui sont comme leur plateforme dédiée. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Lightning? Il y avait le F-150 Power Boost, qui est une mécanique hybride du F-150, assez conventionnelle, qui est avec nous depuis 2021, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là, avec la génération du F-150 qui est arrivée en 2021, du moins. Donc, Power Boost, c'est quoi? C'est un V6 biturbo EcoBoost, 3,5 litres, allié à une mécanique hybride assez conventionnelle, boîte de transfert, des arbres de transmission, des différentiels à l'avant et à l'arrière, avec un moteur électrique quelque part sandwiché entre la transmission et le moteur. Donc, c'est une architecture, comme je disais, qui est assez conventionnelle, mais qui promet tout de même une économie d'essence sous les 10 litres au 100 sur l'autoroute. Donc là, ici, on a vraiment poussé pour l'économie d'essence et le couple, parce qu'on a quand même 430 chevaux et 570 livres-pieds de couple. Si c'est encore vrai, si ça n'a pas changé, sinon je vais vous l'écrire ici. Le tout dans une camionnette du format classique du F-150. Qu'est-ce qui est intéressant à noter ou pas intéressant à noter? En fait, c'est que historiquement, quand ça a été lancé, le Power Boost, on pouvait avoir un F-150 XL, donc un work truck en version Power Boost. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, il faut aller vers des versions un peu plus équipées, un peu plus luxueuses pour avoir la mécanique hybride. Et bien sûr, il y a d'autres mécaniques qui sont disponibles chez Ford, entre autres le 2,7 litres EcoBoost, 3,5 EcoBoost, le 3,5 hybride Power Boost et le V8 5 litres. Je ne sais pas s'il reste encore un V6 à aspiration naturelle, des fois pour les versions très de base, work truck, mais essentiellement, là, on a au moins 4 motorisations dans la F-150. Ici, on a celle qui promet d'être le plus économique. Dans les camionnettes plein grandeur, il y a toujours des gens qui ont leur marque. On est un gars de Ram ou une femme. De Ram, de Ford, de GM ou de Toyota. Ceux-là, il y en a quand même moins. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une revue du F-150 qui n'est pas teintée de préjugés par rapport à ça, mais j'ai eu des petits problèmes qu'on va voir un peu plus loin dans l'épisode. Puis on va vous parler de prix tout de suite, parce que je pense que c'est quand même important de le mentionner. Le prix des camionnettes dans les dernières années a explosé. F-150 Lariat Power Boost, comme celui qu'on a aujourd'hui, ça débute à 87 000 $. Donc on rajoute les taxes, pas bien de financement, puis on arrive à 100 000 $. Donc est-ce qu'on en a pour son argent? Et surtout, dans la conclusion, on va vous dire si on pense que vous devriez acheter ça ou acheter la dernière camionnette 100% électrique sur le marché, qui est le Silverado EV à la place. Ce que Ford aurait dû garder sur le marché, le Lightning, ça aussi, je vais vous donner mon opinion dans la conclusion. Le F-150 qu'on essaie aujourd'hui, c'est une version Lariat, cabine d'équipe avec boîte courte, donc boîte de 5,5 pieds. Vous pouvez évidemment avoir une configuration avec une boîte de 6,5 pieds. Je pense que c'est préférable au Québec, surtout si vous voulez transporter des matériaux ou, par exemple, un VTT, une motoneige. Ça rend les choses beaucoup plus pratiques, mais ça fait un véhicule assez long. Ça ajoute bien un pied à la taille du véhicule. On est en rouge aujourd'hui. On va aller faire l'intérieur après, mais je veux vous montrer une des innovations que Ford a introduit avec cette génération du F-150. Donc là, si je réussis, c'est vraiment de ma faute. Vous voyez, on a ce petit panneau-là, partiel, qui rouvre sur une partie de la largeur. C'est dur un peu avec le soleil de voir, mais... Donc, en fait, l'idée, c'est que si vous avez une remorque, une roulotte derrière vous, avec des bonbonnes de propane, par exemple, ça vous permet d'ouvrir et d'avoir un accès à l'intérieur de la boîte qui ne serait pas nécessairement possible en baissant le panneau.
Parce que si on baisse le panneau au complet, bien là, si vous avez des objets, des obstructions ici, ça va être plus difficile. Donc, c'est un peu là, la Trix, le Party Trick du F-150. Là, on va aller à l'intérieur parce qu'il fait froid. On est accueilli par le petit Touridu classique de Ford. Donc, combiné l'instrument entièrement numérique. On a ici cet écran-là. Je pense que peut-être un écran plus grand aussi là, qui est disponible, mais moi, je préfère ce format-là ici. Là, il faut que je vous raconte une anecdote, OK? Parce que je parlerai jamais en mal de mes collègues journalistes, qu'on adore. Mais celui qui avait le véhicule la semaine avant moi m'a dit « Je suis tellement content de te le laisser, ça patine tout le temps, c'est vraiment pas bon l'hiver. Moi, je préfère une voiture là, qui se comporte mieux que ça l'hiver. » Là, je suis sorti du stationnement. J'ai fait à peu près 50 mètres, puis j'ai compris pourquoi il y avait un problème. OK? Fait que là, je vais vous expliquer ce que je pense que vous devriez faire si vous avez un véhicule qui a la fonctionnalité qu'on va vous montrer. Donc, le F-150 a un sélecteur ici là, pour les modes du système 4x4. Vous avez 2i, 4i, 4a, 4L. Fait que là, j'ai volontairement dit A ici parce que, en fait, ça, c'est 4 automatique. Donc, mon super collègue, ben, il voyait que... En fait, pas il voyait, mais il était en 2H. Fait qu'il était toujours en 2 roues motrices avec aucune possibilité pour le 4x4 d'embarquer. Et donc, il patinait tout le temps. Puis là, en plus, bon, on a un différentiel ici qui peut verrouiller. Évidemment, là, on ne le verrouille pas sur la route, idéalement. Donc, ce que vous faites, c'est que vous pèsez sur 4A. Et puis là, vous avez... Il y a un mode, là, vous allez voir ici, là, 4x4 Shifting in Progress. Fait que quand on est en 4A, en fait, ce que ça fait, c'est que le 4x4, il va embarquer automatiquement dès que vous en avez besoin. Et donc, hormis ces 50 mètres avant d'appuyer sur le bouton, je n'ai pas patiné de la semaine. Ça va probablement augmenter légèrement votre consommation d'essence, mais personnellement, je pense que c'est beaucoup plus important la sécurité, surtout dans un véhicule comme celui-là qui mesure 6 mètres de long à peu près, puis qui est propulsion. C'est vraiment important d'être en sécurité, et l'hiver, 4x4 automatique. Puis après ça, vous pouvez bien rouler sur le 2 si vous voulez l'été, mais de toute façon, il va être en 2 roues motrices 99% du temps jusqu'à temps qu'il ait besoin du 4x4. Parce que si ce que vous vouliez, c'était forcer le 4x4 et là, avoir une grosse pénalité au niveau de la consommation d'essence, vous sélectionnez 4i. 4 lots, c'est pourquoi ça? Ben, c'est pour se sortir du trouble quand vous êtes pris. Idéalement, je suggère de ne jamais se mettre en 4 lots pour aller se mettre dans le trouble. Vous l'utilisez pour vous sortir du trouble. Donc ça, c'est ma suggestion. J'ai fini mon petit intermède. Autre fait intéressant du F-150, le levier de vitesse. Tout le monde veut réinventer le levier de vitesse, mais là, Ford a vraiment réinventé le levier de vitesse. Comme vous pouvez le constater, il y a ici un levier de vitesse et Ford a mis une tablette ici, là, un espace de travail. Mais on ne peut pas refermer l'espace, on ne peut pas mettre l'espace de travail à plat avec le levier de vitesse en place. Donc, on a mis un petit bouton ici, puis là, vous pesez. Puis là, ça vient à plat. Puis là, vous avez ce qui est vraiment pratique, là, un vrai espace de travail. Là, vous pouvez mettre votre laptop ici, vous pouvez manger votre McDo. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'espace. Ça paraît niaiseux à dire, là, mais c'est vraiment important là, pour quelqu'un dont le camion est l'outil de travail d'avoir ce genre de choses-là. Là. Ça, c'est vraiment pertinent. Là. Mais pourquoi, au lieu d'avoir mis ici un levier motorisé, puis ça a l'air d'être en plastique, ça n'a pas l'air incroyablement solide, cette affaire-là. Et donc, potentiellement, ça pourrait briser. Je ne dis pas que ça brise, je ne dis pas que c'est arrivé à personne, mais mettons, au lieu de faire ça, là, mettons, expérience mentale, pourquoi on n'aurait pas mis ici un petit levier, hein, comme dans les camionnettes de travail, qui fonctionnent super bien, que j'adore, un bon shifter à colonne. Puis, on aurait pu se débarrasser de tout ça, puis on aurait eu encore plus de rangement. Je pose la question, s'il y a quelqu'un qui sait pourquoi on a privilégié ça, probablement parce que ça donne une impression là, d'être plus luxueux, ben, c'est peut-être bien, mais moi, personnellement, je préférerais ne pas avoir la complexité additionnelle de ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a ici une prise 120 volts, 20 ampères, donc on a des prises comme ça partout dans le véhicule. Donc aussi une prise 7.2 kW dans la boîte, là c'est ici, je crois que c'est le disjoncteur. Il y a une boîte à gants en haut, une boîte à gants en bas. Bref, on a beaucoup de rangement
Patentes et gugus, ou problèmes et gugus. Cette semaine, il y a des moments où est-ce que la radio... En fait, il y a un moment où la radio n'a pas fonctionné. Donc, j'essaye... Je veux dire, là, la radio était à off, là, mais mettons, elle était à on. Puis là, il n'y avait pas de son. Fait que c'était comme ça. Puis là, moi, je voulais monter le son. Je tournais la roulette, puis là, comme vous allez voir à l'écran, ça ne fonctionnait pas. Là, aujourd'hui, ça fonctionne. J'ai jamais été capable de la faire fonctionner. J'ai pesé sur Power, j'ai utilisé les commandes au volant. Jamais été capable de la faire fonctionner. Donc, c'est ça qui est ça. À l'arrière, on retrouve là, ici mon banc d'auto, parce qu'en fait, de ce que je comprends, ou de ce qu'on dit, mais là, il faudrait que je vérifie, puis je vais vous l'écrire à l'écran, le F-150 serait un des seuls véhicules où on peut mettre 3 bancs d'auto à l'arrière. L'affaire, c'est que là, moi, je suis installé avec des isofix, ici, vous voyez. Il n'y en a pas au centre. Donc, peut-être qu'on dit un peu n'importe quoi, là, mais du moins en termes d'espace, puis peut-être en utilisant, par exemple, un booster, là, un siège le plus conventionnel à l'arrière qui s'installe avec la ceinture, c'est peut-être possible de le faire, mais grosso modo, on a énormément de largeur et il y a des familles à 3 enfants qui trouvent que d'avoir une camionnette, ça peut être intéressant pour ces choses-là. On a encore une fois une prise ici, 120 volts, 20 ampères, donc 2400 watts avec ici des prises USB. L'arrière d'une camionnette pleine grandeur, c'est un peu toujours un salon. On a énormément d'espace ici. C'est ça qui rend ça un peu intéressant, qui fait qu'il y a des familles qui choisissent d'avoir des camionnettes pleine grandeur. Ceci étant dit, ces avantages-là, ils existent aussi dans les versions électrifiées de ces camionnettes-là, lorsqu'elles existent chez le constructeur. Donc ça, c'est vraiment bien ça. Vous voyez, là, ici, j'ai énormément de dégagement pour les jambes. Fait que c'est un peu une critique que j'ai peut-être des camionnettes intermédiaires. Je trouve que le format d'une camionnette intermédiaire est vraiment bien. Mais en termes de prix, généralement, puis surtout d'espace à la deuxième rangée, c'est là qu'on sent vraiment là, qu'on a quelque chose de plus petit en comparaison avec une camionnette pleine grandeur. Puis comme les prix sont souvent plus proches qu'on pense, bien, ça fait en sorte que beaucoup plus de gens, là, vraiment beaucoup plus en pourcentage, qui vont choisir une camionnette pleine grandeur plutôt qu'une camionnette intermédiaire. Nous voici maintenant au volant du F-150 Power Boost. Donc, j'avais eu la chance là, dans le passé de passer une semaine avec des camionnettes des 3 autres manufacturiers là, de camionnettes pleine grandeur que sont Ram, Toyota, GM, et puis là, ben, c'est Ford. C'est la première fois que j'ai un F-150 pour la semaine. J'en ai conduit dans le passé, mais jamais comme ça, là, au quotidien. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, au niveau du comportement routier, très doux sur l'autoroute. Basse vitesse, des fois, des bosses à sauter un peu, mais ça, c'est comme typique des camionnettes. Peut-être juste les rames avec la suspension pneumatique là, qui donne vraiment quelque chose de particulier à ce niveau-là. Au niveau de la puissance, bon, on a quand même plus de 400 chevaux et plus de 5... En fait, on a 570 livres-pieds de couple, donc c'est ça, c'est là. On a vraiment énormément de puissance. Ceci étant dit, dans la livrée, je dirais que c'est moins enivrant que la mécanique hybride chez Toyota, moins puissant que le 3 litres Hurricane à chaud du Ram, qui est absolument incroyable en termes de puissance. J'avais fait 30 litres au 100, mais c'était capoté. Et donc, c'est ça. Là, on a quelque chose d'un peu plus discret. Ça reste là un hybride ici qui est fait pour l'économie d'essence, alors que chez Toyota, on se le cache pas trop là, que c'est vraiment là, un hybride qui a été implémenté pour maximiser les capacités du véhicule et ça se transparaît dans l'économie d'essence qui n'est pas si incroyable que ça. Je dirais par exemple que le système hybride est assez discret pareil. Ce qu'on va ressentir, c'est que, bon, on a un freinage régénératif quand on relâche l'accélérateur. Le système d'ailleurs va nous dire quel pourcentage de l'énergie cinétique qu'on avait, on était capable de récupérer. Là, typiquement, on va vous donner des valeurs dans les 80-90% pour vous dire que vous êtes bien bon. Mais le véhicule, là, aujourd'hui, là, sur, si je regarde dans l'ordinateur de bord, bon, le Trip 2, hein, qui est là depuis 83 heures, 3500 km, on a 755 km parcours en électrique. Fait qu'on est dans l'ordre de 20% avec 14,2 litres au 100. 14,2 litres au 100 combiné l'hiver pour une camionnette pleine grandeur, c'est quand même bien, honnêtement. Je pense pas qu'on aurait réussi à faire aussi bas que ça avec un Tundra, même si les codes de consommation peuvent en dire autrement. Quoi dire de plus? Ben, c'est pas mal ça. Hein? C'est une camionnette
On sent vraiment que Ford a mis l'emphase sur les gens qui travaillent avec cette camionnette-là, ce qui n'est pas mon besoin. Plus un utilisateur de camionnette de loisirs quand j'ai la chance d'en avoir une. Donc ça, c'est peut-être un peu différent, mais on est quand même dans un véhicule là, de 87 000 $. J'aurais aimé ça que l'expérience de conduite soit un peu plus spéciale. Mais c'est pas ce que j'ai retrouvé. On se retrouve dans la conclusion. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre épisode. Donc, je vous avais fait quelques promesses. Je voulais d'abord vous dire, est-ce que Ford aurait dû garder le Lightning dans son offre? Parce que là, le Lightning disparaît, hein, il va être remplacé par quelque chose là, comme un hybride branchable ou un F-150 électrique à prolongateur d'autonomie. Mais ça, c'est assez flou. Ça n'arrivera pas tout de suite non plus sur le marché. Moi, j'ai des opinions fortes des fois. Des fois, j'essaie d'être plus nuancé, là, la plupart du temps, en fait. Mais là, j'ai quand même une opinion forte. Même si les ventes de F-150 Lightning n'étaient pas à la hauteur des attentes de Ford, hein, parce qu'on avait dit au début, on va pousser la production à 200 000 unités par année, finalement, ils ne s'en vendaient pas tant que ça. Mais moi, je pense qu'au Québec, il y a quand même un certain nombre, pas tout le monde, mais quand même un certain nombre d'entrepreneurs qui ont compris que des camionnettes électriques comme la F-150 Lightning et le Silverado EV, ça avait beaucoup d'avantages, que ce soit pour alimenter des outils, y compris des appareils qui, historiquement, on faisait fonctionner à l'essence, comme des compresseurs. Hein. Si vous êtes un couvreur, faites fonctionner un compresseur avec un moteur à essence Honda toute la journée, ça finit par vous coûter quand même cher, c'est plus d'entretien et tout et tout. Là, vous aviez des camionnettes qui ont des prises 7,2 kW ou plus, qui permettent là, de faire fonctionner des appareils 240 volts assez incroyables. Le 150 Power Boost a aussi cette capacité-là, mais là, on va brûler de l'essence. Donc, moi, je pense qu'il y avait vraiment une place. Là. Les entrepreneurs, les gens qui ont besoin peut-être de remorquer, de transporter des choses quand même lourdes, mais sur des relativement courtes distances. On ne parle pas de faire des centaines de kilomètres à chaque jour. Là. Mais si vous vivez à 50 ou 100 km d'un chantier, vous tirez une remorque de 6 ou 8 000 livres, bien, il y a du monde qui ont fait le calcul puis ont réalisé qu'un 150 Lightning ou un Silverado EV, ça leur sauvait 1 000 $ d'essence par mois. Alexandre, son frère, par exemple, c'est l'exemple concret qu'il nous donnait, 1 200 $ d'essence sauvée par mois, qu'on remplace par à peu près 200 $ d'électricité. Ça faisait quand même un bon deal. Donc, moi, je pense que Ford, en fait, se sont plantés dans l'exécution. C'est une critique que j'ai en général de Ford, c'est qu'ils ont des... Conceptuellement, leurs produits sont bons. Ils arrivent tôt sur le marché, ils sont capables de les lancer rapidement. Le Mach-E est arrivé avant beaucoup des compétiteurs américains. Le F-150 Lightning est arrivé comme première camionnette 100% électrique. Là, on va peut-être exclure ce que Rivian faisait parce que c'est vraiment pas la même échelle. Puis pourtant, ben, ils sont arrivés puis ils se sont plantés. Pourquoi? Ben, il y avait une batterie de 130 kWh dans les versions à grande autonomie. Ça donnait un peu plus de 500 km d'autonomie, mais moins de 500 pour les versions les plus luxueuses. On aurait dû rajouter une batterie plus grosse avec le temps. On aurait dû offrir, je pense, une version Pro, 2 roues motrices plus abordable. Bon, le modèle d'entrée de gamme était 40 000 $ US, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, on s'est ramassé avec des Lightning Pro qui coûtaient 65 000 70 000 $, des versions à batterie grande autonomie qui en coûtaient 85 000 $, puis des versions là, Platinum qu'on essayait de vendre pour vraiment une très grosse brouette d'argent. Puis, ça n'a pas fonctionné. Donc, honnêtement, c'était pas un mauvais véhicule, le F-150 Lightning. Je suis vraiment déçu qu'il soit disparu. Vous pouvez récupérer là, la portion, on va dire, puissance embarquée là, avec un F-150 Power Boost. On a les mêmes capacités, mais au prix d'une consommation d'essence. Puis, moi, je pense que c'était une erreur. Je pense que le F-150 Lightning aurait dû, au minimum, continuer de vivre sous des versions Pro et la version Splash là, qui alliait la grande autonomie avec quelques autres là, features plus intéressantes. Donc, je suis quand même déçu à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que vous devriez acheter une camionnette comme le F-150 Power Boost ou plutôt aller vers une camionnette 100% électrique comme le Silverado EV? Ben moi, honnêtement, je pense que le Silverado EV vous en offre plus dans une version Work Truck. Je serais prêt à laisser tomber peut-être une portion du luxe de la version Laria qu'on a aujourd'hui, qui est finalement pas si luxueuse que ça, pour aller chercher un Silverado EV. Les versions avec le plus d'autonomie ont 792 km d'autonomie. Autant, sinon plus, qu'un F-150 Power Boost comme celui qu'on a aujourd'hui.
Fait que c'est un peu triste de dire ça, hein, le Lightning est parti. Je pense que c'est une erreur. Je pense que si ce que vous voulez, c'est avoir les avantages d'électrification dans une camionnette, il faut y aller pour du 100% électrique. Et il y a des options pertinentes sur le marché avec beaucoup d'autonomie. Mais si ce que vous voulez, c'est aller en Floride l'hiver avec votre roulotte, parcourir 3000 km en tirant 10 000 livres, bien là, les versions électriques des camionnettes, à mon avis, ne sont pas appropriées. Vous devriez y aller pour quelque chose d'autre, et que ce soit une camionnette hybride comme le Power Boost ou une camionnette là, plus traditionnelle thermique, il y a quand même des bonnes options. Il y a quand même des gens à qui, bon, c'est ce qu'ils ont besoin. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont finir par voir la lumière. J'ai bien hâte de voir la version là, électrique à autonomie prolongée du F-150, mais ça n'arrivera pas demain matin. C'était Gabriel pour plus de millage. On se dit à la prochaine.